Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de notre série consacrée aux enjeux du développement durable. EY s'est fixé des objectifs très ambitieux en la matière et accompagne les organisations dans leur stratégie et dans la mise en œuvre de leur transition. EY met à leur service son expertise pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique et écologique avec deux invités que je vais vous présenter. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Arnaud Leroy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le PDG de l'ADEME depuis 4 ans. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition énergétique. C'est un acteur public qui accompagne, qui contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'environnement, d'énergie et de développement durable. Vous-même, vous êtes diplômé en droit maritime, en droit international de la mer et la protection de l'environnement. Vous avez d'ailleurs travaillé à l'Agence de sécurité maritime sur ces questions de protection de l'environnement marin. Vous avez aussi été député des Français de l'étranger de 2012 à 2017 et dans ce cadre, vous avez donné votre nom à une loi, la loi sur l'économie bleue, en 2016. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Alexis Gazeau. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être parmi nous. Alors, vous êtes associé EY et vous dirigez le département Climate Change and Sustainability Services pour la France. Vos équipes, ce sont 150 collaborateurs qui accompagnent au quotidien sur le terrain vos clients, les entreprises, dans leur stratégie, dans leur transition énergétique, climatique, environnementale. Exactement. Vous-même, vous êtes plus particulièrement sur les sujets transition énergétique et climat. Vous travaillez avec les énergéticiens, les fonds durables et aussi des acteurs publics tels que l'ADEME. Alors, je vous propose tous les deux d'entrer dans le vif du sujet. Nous allons nous intéresser aux origines et à l'état des lieux de cette transition écologique, la TEE. Alors, Arnaud Leroy, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous observez actuellement sur les marchés et dans les entreprises en matière de transition ? Alors, on observe que la transition écologique a vraiment gagné des nouveaux terrains. Donc moi, je constate, c'est vrai que l'actualité, on y reviendra peut-être, modifie un tant soit peu peut-être le rythme des prochains mois et des prochaines années, mais en tout cas, on voit depuis un certain temps, on a des indicateurs qui en parlent, un basculement de tous les secteurs vers la transition écologique. L'agence, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique et pas qu'énergétique, parce que on embrasse beaucoup de sujets. Il y a l'économie circulaire qui a fait aussi son apparition dans les sujets économiques et industriels. Donc on voit une vraie bascule. Le plan de relance qui a été décidé juste au moment du Covid a permis, et été fléché d'ailleurs pour un tiers sur la transition écologique. Et on voit très bien une vraie appétence et une vraie compréhension des acteurs économiques que c'est devenu un sujet de compétitivité et parfois de survie même. Alexis Gazeau, de votre fenêtre d'observation chez EY, est-ce que vous diriez que nous sommes aujourd'hui à un tournant en matière de transition ? C'est le sentiment que j'ai en tout cas, parce qu'effectivement, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une convergence de vues dans la société sur la nécessité de faire cette transition énergétique et écologique et de la faire maintenant. Alors parce qu'on commence à ressentir les effets très concrets et les impacts économiques du changement climatique. Quand on a un dôme de chaleur à 50 degrés au Canada, des inondations destructrices en Allemagne par exemple, on voit qu'on ressent vraiment les effets de ce changement. Et puis on a également un cadre réglementaire aussi, il faut le dire, qui s'est mis en place, qui est très très puissant. Je pense au Fit for 55 au niveau européen, donc l'idée de réduire de 55% d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Et alors ce qui est nouveau, c'est qu'on a les solutions pour y arriver. C'est-à-dire qu'en tout cas, on a certaines. Et si j'ai envie de... Enfin, j'aimerais prendre l'exemple des renouvelables, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'installation de nouvelles capacités électriques, 90% dans le monde, ce sont des renouvelables chaque année. On en est à ce niveau-là. Et j'aimerais notamment prendre l'exemple du solaire. Si on se replace il y a 20 ans, on avait à peu près rien en capacité installée en solaire. Il y a 10 ans, on avait 60-70 gigawatts. Et aujourd'hui, on a plutôt 800-900 gigawatts, donc 10 fois plus de ce qu'on avait il y a 10 ans. Donc une accélération incroyable. On n'a jamais vu en fait une accélération pareille pour une source d'énergie, il faut le rappeler. Et pourquoi ? Parce que finalement, dans la décennie justement 2000, ce sont des énergies, notamment le solaire, qui ont été soutenues par des dispositifs publics, parce qu'il fallait effectivement tirer un petit peu le développement de ces technologies. Dans les années 2010, effectivement, on est passé à des stades plus importants de déploiement industriel notamment, et déjà un premier changement d'échelle. Et maintenant, dans les années 2000, c'est un déploiement massif. Alors pourquoi ? Parce que ce sont devenues des énergies, pour le solaire, qui sont les moins chères finalement dans beaucoup de pays, qui sont domestiques, qui sont décentralisées.
Et donc voilà, on voit que dans le monde de l'énergie, c'est un changement radical qui fait que tous les énergéticiens maintenant ont des stratégies qui visent à multiplier par 2 ou par 3 les capacités renouvelables d'ici 10 ans. Donc vous voyez, un secteur, une technologie qui était plutôt marginale il y a quelques années, devient quelque chose qui est au cœur de la stratégie industrielle, qui est au cœur de stratégie d'entreprise. Alors Arnaud Leroy, Alexis Gazot vient de parler d'évolution un peu ces dernières années et décennies. L'ADEME fête ses 30 ans en cette année 2022. Du haut de ces 3 décennies de recul, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de votre agence dans cette transition, ses actions et puis les résultats ? Alors, l'ADEME a 30 ans, vous l'avez dit, c'est la convergence de 3 structures qui a donné naissance à l'ADEME. L'origine, c'est la fin des années 70 et les chocs pétroliers, où on s'intéresse à la maîtrise de l'énergie. Donc c'était, on va dire, dans la nature même de la mission de l'ADEME. On continue bien sûr sur ce sujet-là. Moi, j'ai voulu, durant mon mandat, élargir le spectre aussi pour répondre à une demande de plus en plus pressante des entreprises, notamment sur la transition. Donc on a 3 grandes missions. Accompagner les entreprises, les collectivités qui sont des acteurs clés de la transition écologique, par exemple quand il faut organiser la question des mobilités, la question de la collecte des déchets pour les transformer en ressources pour l'économie circulaire, et bien sûr le grand public qui doit participer à cette bascule via ses comportements. C'est un gros sujet de société également, donc on essaye d'informer aussi bien des publics adultes que des jeunes enfants, parce que c'est eux qui vivront ces grands changements qui vont très vite arriver, 2035-2040, on s'attend à des grosses bascules qui vont impacter nos façons de vivre, notamment de s'alimenter. Donc on essaye, à travers des outils, par exemple, on a un site web dédié aux collégiens et aux professeurs qui s'appelle MTater, qui permet d'alimenter et de pouvoir éduquer sur ces sujets-là. Donc une mission qui a beaucoup évolué parce que beaucoup de secteurs s'intéressent dorénavant à la transition. Je prends des exemples tout récents pour l'ADEME. Le tourisme durable, c'est devenu aussi une vraie ambition pour le pays. Donc on accompagne les acteurs dans cette mutation. Le numérique, qui est un des secteurs qui explose en termes d'activité, mais aussi en termes d'émissions. Donc là aussi, on est en train de travailler avec l'ARCEP notamment sur cette question. Donc vous voyez, c'est une mission qui s'élargit, qui s'adapte. On prend aussi les vents portants, comme par exemple la question de l'hydrogène, on a beaucoup parlé de solaire, c'est un vecteur énergétique d'avenir, la puissance publique y met des moyens, c'est à l'ADEME qui sont confiés pour accompagner l'émergence des secteurs. Alors Alexis Gazot, vous, du côté de chez EY, racontez-nous ce qui se passe dans les entreprises et comment vous accompagnez ces entreprises dans leur transition. Alors déjà, avant des entreprises, il faut rappeler aussi qu'on appuie les acteurs publics, c'est-à-dire qu'on aide des acteurs publics, effectivement, notamment à dimensionner des instruments d'appui aux filières de la transition énergétique et écologique. Donc, que ce soit la Banque des Territoires, l'ADEME, la Banque mondiale, etc. Après, côté des entreprises, quelles sont nos interventions ? Finalement, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est notamment d'aider les entreprises à identifier leur exposition au risque climat, mais aussi de saisir les opportunités qui sont liées à la décarbonation. C'est-à-dire quoi concrètement ? C'est-à-dire, par exemple, accompagner une entreprise du secteur pétrolier à se diversifier dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'hydrogène. Ça veut dire accompagner une entreprise de la chimie à mener à bien un projet de décarbonation industrielle. C'est également de pouvoir accompagner et aider des entreprises technologiques, des startups, des PME en forte croissance dans leur parcours pour lever des fonds. Alors, on a accompagné différents dossiers dans l'hydrogène dont parlait Arnaud, des sociétés comme Hafner Energy, comme McPhy, etc. Et puis on accompagne également des investisseurs privés, justement des fonds d'investissement typiquement, à comprendre les dynamiques de ces marchés et à comprendre les besoins d'investissement qui sont dans ces marchés. Et ce positionnement dans l'écosystème, un petit peu à la croisée des chemins entre des acteurs publics, qui peuvent être des collectivités également, des investisseurs privés, des porteurs de projets ou de technologies, prend tout son sens lorsqu'on travaille sur des projets comme le projet de Zero Emission Valley pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, accompagner le grand port maritime de Marseille sur un projet de solaire couplé à l'hydrogène. Vous voyez, on voit qu'on va de plus en plus vers des projets d'écosystèmes territoriaux complexes, et le fait effectivement d'être en contact avec ces différents acteurs crée de la valeur pour ces projets. Alors, on sent bien dans ce que vous expliquez qu'on est à une phase de changement d'échelle. J'aimerais qu'on parle justement des perspectives qui s'offrent à la transition. La question, en fait, aujourd'hui, c'est comment on fait plus vite, comment on va plus loin. Arnaud Leroy, d'après vous, comment on accélère cette transition ? Quels sont les leviers qu'il faut actionner ? Quels sont les blocages à lever ? Alors,
on est dans un contexte particulier hein, à l'heure où on parle, donc on a le sujet d'avoir de l'approvisionnement en matières premières pour construire cette transition, notamment les métaux. Donc c'est un vrai enjeu, notamment quand on parle solaire, éolien, donc il va falloir qu'on s'organise, peut-être qu'on refasse des filières mines, notamment en Europe. C'est des choses comme ça dont on discute. Il va falloir qu'on arrive à aussi avoir des politiques industrielles qui viennent accompagner tout ça. Il y a des blocages réglementaires parce que on a un corpus réglementaire, Alexis en a parlé, qui s'adapte, qui fixe des objectifs et qui parfois, malgré tout, il y a encore quelques irritants. Si on veut lâcher la bride, parce qu'il faudra la lâcher à un moment donné, quand on parle de moins de 55% de réduction de gaz à effet de serre à 2030, donc c'est dans 8 ans, c'est quand même un sacré coup de collier par rapport à l'ambition initiale qui était de 40%, qui était déjà pas simple. Donc ça, c'est une vraie mobilisation générale qu'il va falloir assumer, être en cohérence. On est dans un marché en plus énergétique assez intégré à l'échelle européenne, notamment électrique, gazier, il faut qu'on regarde tout ça et qu'on puisse accompagner. Ce qui est rassurant, c'est qu'il y a de l'argent disponible, il y a une volonté des investisseurs, on le sent, et il y a une volonté publique très forte. Parce qu'on joue, on peut se le dire aussi entre nous ce matin, on joue la survie de l'espèce humaine. Pas simplement celui du rhinocéros gris ou blanc ou de la baleine, c'est de l'homme dont on parle à l'horizon 2050-2100 sur notre planète. Donc voilà, donc ça donne quand même un petit peu de motivation et on voit beaucoup d'innovation, on arrive à faire des choses. Donc moi je suis plutôt optimiste. Il y a des moments un petit peu particuliers en ce moment, donc on va devoir aussi peut-être regarder les choses différemment par rapport à notre souveraineté. Donc il y a la question énergétique, il y a la question alimentaire qui est pas anodine. Et nous, ce qu'on pense à l'ADEME, c'est que la transition agricole sera couplée et sera aussi un allié très fort de la transition écologique, notamment par rapport à la question de l'alimentation, du rôle du secteur agricole dans la production énergétique, déjà très fort hein, par rapport au biométhane notamment, à l'installation d'éoliennes, dont il faut aussi parler et assumer qu'on en aura besoin dans notre pays. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'il va falloir regarder en face, en vérité, et pouvoir essayer d'embarquer au maximum la population. Là, je crois que l'actualité pose des questions et fait qu'on aura des réponses peut-être plus rapides que si on avait dû être dans un exercice de conviction beaucoup plus long. Alors Alexis Gazot, j'ai envie de vous poser la même question. Quels sont les leviers d'accélération selon vous que l'on peut actionner? Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud, mais j'aime bien le terme de mobilisation générale et je trouve aussi qu'on voit qu'il y a un alignement des planètes entre effectivement la vision politique, la disponibilité de moyens financiers et puis la disponibilité et la compétitivité aussi de technologies. Et ce qu'on a pu observer depuis des années, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'effectivement pour un certain nombre de technologies renouvelables notamment, la compétitivité a été atteinte beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi qu'on arrive à faire pour des technologies qui n'en sont pas encore là, c'est l'hydrogène vert, c'est le stockage, c'est l'éolien offshore flottant, etc. Donc tout ça, il faut que ça continue. Et c'est important, du coup, pour répondre à votre question, qu'effectivement les pouvoirs publics puissent continuer à accompagner certaines de ces filières de la croissance verte, puisqu'effectivement ces filières sont souvent demandent beaucoup plus de capitaux que d'autres secteurs. D'accord ? Ce sont des projets industriels, et donc par rapport à ça, c'est important que les pouvoirs publics puissent continuer à, d'une part, donner de la visibilité sur le long terme pour les investisseurs, pour accompagner aussi des projets qui sont encore en phase de risque important, parce que ce sont des projets dont le modèle économique n'a pas encore été prouvé, donc il faut des garanties par rapport à ça. Il faut des early adopters, de technologies qui ne sont pas encore déployées massivement. Et puis, il faut soutenir le développement de capacités industrielles, ce qu'on appelle le scale-up industriel, parce qu'on a réussi, pour un certain nombre de ces filières, à faire vraiment un déploiement de marché qui est une évidence aujourd'hui. En revanche, on n'a pas toujours réussi à faire le développement industriel qui va avec, et Arnaud l'a rappelé, dans le contexte actuel, le fait de travailler aussi sur des questions de souveraineté industrielle devient très important. Alors Arnaud Leroy, vous avez évoqué le contexte sanitaire et international troublé. Est-ce que finalement c'est le bon moment vraiment de faire cette transition, puisqu'on a un contexte plein d'incertitudes et un chantier à engager, la transition, qui est lui aussi plein d'incertitudes, qui nécessite de l'investissement, de l'engagement, une prise de risque. Est-ce que vraiment c'est le moment d'y aller ? Oui. Alors, je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y aura un décalage en termes de rythme, parce qu'il y a d'autres priorités qui sont venues, la sécurité du continent européen, ce qui va se passer sur les marchés énergétiques. Personne n'a un peu de visibilité, mais ça n'arrête pas le changement climatique. À l'heure où on parle aujourd'hui, vous avez un pays continent qui s'appelle l'Australie, qui est sous 1,50 m d'eau.
on est en train d'évacuer des dizaines de milliers de personnes de Sydney. Il y a un an, c'était le même pays continent qui était sous les fumées, dans des incendies délirants, qui ont eu un impact conséquent sur la biodiversité. On en a un peu parlé ce matin, mais c'est un autre enjeu qu'il va falloir aussi prendre en considération dans le même temps que cette mobilisation générale au bénéfice du climat. Donc la vraie question, la vraie réponse, c'est que on n'a pas le temps. Il n'y a pas une suspension, il n'y a pas une touche pause pour arrêter l'emballement climatique. Et donc, il faut y répondre. Et cet emballement climatique, il est aussi lié à cette question, la géopolitique de l'énergie. Donc, moins on sera dépendant pour des affaires de souveraineté, et plus on sera aussi en capacité de répondre à ces enjeux, parce qu'on produira de l'énergie, à isoconfort, je l'espère, pour la population française, de manière décarbonée. Donc voilà, donc c'est aussi un mixte de non-ressources, il va falloir organiser tout ça. Et je crois que vu les difficultés qu'on avait, parce qu'on vient de parler de mobilisation industrielle, un des vrais enjeux, c'est de démontrer aussi aux Français et aux Européens que la transition écologique va créer des emplois. C'est pas comment dire, on est dans un moment schumpeterien, on crée de la valeur, on détruit, on va créer de l'emploi. Les études le démontrent, la Banque mondiale, la BCE sont clairs là-dessus, l'ADEME, à notre plus humble niveau, montre que c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue d'une croissance qualitative et de l'emploi. Alexis Gazot, est-ce que vous partagez ce sentiment de l'urgence et de la pertinence de la transition de nos jours? Oui, complètement, et c'est une croissance effectivement qui peut créer de l'emploi. Je voudrais citer un travail que nous avons réalisé avec le WWF France, qui montre qu'effectivement, en prenant des mesures très fortes en termes de transition écologique énergétique, on pourrait créer 2 millions d'emplois d'ici 2030. Donc ça fait partie des études dont parlait Arnaud. Pour répondre à votre question, moi, ce qui me frappe dans les derniers mois, c'est qu'on constate qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un certain consensus qui s'établit pour se dire oui, on peut sortir des énergies fossiles, en tout cas à horizon long terme, horizon 2050, ce qui est quand même nouveau. Et non seulement on peut le faire, mais il faut le faire. Il y a effectivement une véritable urgence à agir. On sait que sortir des énergies fossiles, c'est une nécessité absolue sur le plan climatique. Et on voit dans le contexte actuel que c'est aussi une nécessité sur le plan géopolitique. Alors pour moi, la question qui se pose, c'est à quelle vitesse on peut le faire, et à quelle vitesse on peut le faire pour que ça soit compatible avec nos engagements climatiques, mais également socialement acceptable. Et donc avec quelles mesures d'accompagnement, fiscales ou autres, qui doivent se mettre en place. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir partagé vos analyses, Arnaud Leroy et Alexis Gazot, sur cette transition. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée aux enjeux du développement durable.